revient sur le plateau d'Unis pour vaincre, où vous pouvez toujours appeler avec RTL, Télé 7 jours et TF1 au 36 68 07 95 à l'occasion de cette 7e journée mondiale des animaux pour qu'on respecte mieux les animaux. On regarde le nombre d'appels de gens qui souhaitent que le statut juridique de l'animal, actuellement considéré comme un bien mobilier dans le Code civil, change. 93 000 appels, c'est totalement gigantesque. On jette un petit coup d'œil aussi sur le nombre d'appels de gens qui souhaitent adopter un animal de la SPA à l'occasion des journées portes ouvertes de la SPA qui auront lieu le week-end prochain. On arrive presque aux 5000 appels, c'est beaucoup. Et puis un petit coup d'œil également sur le nombre d'appels de familles qui souhaitent élever, éduquer des chiots qui seront remis ensuite à des grands handicapés, des chiens d'assistance avec l'ANECA. 2300 appels, c'est beaucoup aussi parce que c'est une grosse responsabilité d'élever ces chiens pendant 15 mois. Vous continuez à appeler 36 68 07 95. Dans un instant, nous parlerons, on a vu des belles histoires tout à l'heure avec les dauphins, avec des enfants qui étaient soignés par des animaux. On a vu à quel point des animaux aidaient l'homme à vivre. Dans un instant, on va parler de toute autre chose. Des trafics. 60 000 animaux, chiens sont volés chaque année en France. Et avant de parler des trafiquants, des images épouvantables. Elles prouvent, s'il en était besoin, des images que vous connaissez malheureusement. Elles prouvent que certains bourreaux sont loin de respecter les animaux. Des animaux sont toujours torturés, martyrisés, tous les jours. Et c'est pour ne plus revoir ça qu'il faut téléphoner ce soir. « 36 68 07 95 » pour ne plus revoir ça. L'une de celles qui symbolise en France la lutte pour le respect des animaux, c'est, vous le savez, Brigitte Bardot. Elle a bien voulu être avec nous ce soir. Elle a dit pourquoi Patrick Menet, c'est parce qu'il reste énormément de choses à faire. Écoutez Brigitte Bardot. Il reste tout à faire, étant donné que nous n'arrivons jamais à mener un combat à son terme et nous n'arrivons pas à trouver la solution puisque nous sommes toujours enclavés par les pouvoirs publics, par le manque de considération du gouvernement vis-à-vis des souffrances des animaux et par les lois mal adaptées, non appliquées, par les dérogations, par les arrêtés, enfin, toutes les choses qui peuvent contourner les lois. Il n'y a pas beaucoup de lois, mais le peu qu'il y a, on n'arrive même pas à les faire appliquer. Et nous voudrions pouvoir collaborer avec les gouvernements, puisque nous n'avons pas le pouvoir de faire avancer les choses au-delà de la dénonciation du scandale, puisque nous ne sommes pas partie intégrante du gouvernement. Alors nous nous heurtons toujours à ça. Et tant qu'on n'empêchera pas, par la peur du gendarme ou par la peur de la loi, l'homme de faire du mal aux animaux, eh bien l'homme continuera de martyriser, de torturer les animaux. Et ça, je trouve que c'est un problème grave, c'est pas un problème mineur, parce que ça prouve à quel point l'homme peut avoir de bas instincts.
tout cas, Brigitte Bardot évoquait les politiques dans son intervention. Madame Bardot évoquait les politiques dans son intervention. Monsieur Ningesser, qui est député, est venu sur ce plateau et il a créé, avec quelques collègues députés, un groupe justement pour qu'on protège mieux les animaux dans la loi sur la protection de la nature. Et d'ailleurs, tous vos appels ce soir seront remis à l'Assemblée nationale par monsieur Ningesser et seront remis au président de l'Assemblée, monsieur Seguin. On parlait d'animaux martyrisés. Françoise Gillot, vous aviez un chien qui s'appelait Sirocco, oui, qui un jour a disparu. Il s'est sauvé dans un bois, vous ne l'avez pas retrouvé, vous l'avez cherché partout. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et ce qui s'est passé, c'est que après plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines, on a cherché Sirocco dans tous les azimuts, dans tous les refuges. Il était donc tatoué. Et je savais très bien que si on ne l'avait pas pris, il serait rentré, puisqu'il connaissait très très bien les environs. Et je ne peux pas vous dire exactement combien de temps, plusieurs mois se sont passés, et je n'avais donc plus de nouvelles, c'était terminé. Et un jour, en ouvrant un journal de la SPA, vous avez vu une photo. Et je vois dans un journal de la SPA, Charnier, sur Taverny, Val d'Oise, et j'ouvre et je vois des photos de chiens atrocement mutilés, et le premier regard a été un berger allemand, et c'était la photo de Sirocco. Bon, alors il est évident qu'on m'a dit comment un berger allemand ressemble à un autre berger allemand. Vous avez pu le reconnaître avec une dent qui avait été cassée? Il y avait une dent qui était cassée quand il était petit. C'était un chien qui était à poil mi-long, oui, et il avait un superbe fouet, et excusez-moi, mais ils étaient tous ils avaient été mis dans des sacs poubelles sur cette décharge, et il avait fait très froid, il y avait de la neige dessus, donc lui il avait la gueule ouverte, donc on pouvait bien voir, oui, la petite canine, donc je suis sûre que c'est mon chien, ça, il n'y a pas de problème. Tous ces chiens avaient été martyrisés, avaient été torturés, hein, oui, alors c'est ce que je me suis dit. Lui il a eu l'oreille coupée, l'oreille droite, parce qu'il était tatoué à l'oreille droite. S'il avait été peut-être tatoué à la cuisse, on lui aurait coupé la cuisse ou la jambe, je ne sais pas. Lui avait subi une modeste intervention, car je n'ai vu sur la photo que d'ailleurs vous avez dû retrouver à la SPA, puisque moi je ne les ai plus. J'ai tout fichu en l'air au bout d'un moment, trouvant que c'était pas la peine. C'était quoi votre réaction quand vous avez vu cette photo de votre chien? La révolte, la colère? Il y a eu deux choses. Ça a été deux phases, puisque la première a été l'angoisse, ouais, et la deuxième, quand j'ai ouvert le journal, j'ai dit c'est pas vrai, et ça a été l'horreur. Ouais. Hein, parce que je pense que déjà vous avez suffisamment de peine quand un chien meurt de mort naturelle, mais quand on vous le sacrifie ou quand on vous le tue, et on imagine un petit peu la peur des chiens et l'atrocité que ça a été. Alors Sirocco, c'est l'un de ces 60 000 chiens, c'est énorme, 60 000 qui disparaissent chaque année en France. Beaucoup d'entre eux sont volés, un trafic parfaitement organisé avec des commandos qui piègent des chiens, et ça dans toute la France, vous allez le voir tout de suite. Il y a 3 ans, Brigitte Piquet-Pellors a été la première en France à monter une cellule anti-trafic au sein de la SPA. Brigitte Piquet-Pellors, véritable détective privé, traque sans relâche les trafiquants d'animaux dans les recoins de toute la France. Ici, un camp suspect de gitans où Brigitte profite de l'absence des propriétaires pour faire le point sur les arrivées des nouveaux chiens et les disparitions des anciens. Bref, de tous les mouvements suspects. Ces chiens-là n'y étaient pas il y a 15 jours. Il y a 15 jours, je suis venue faire un contrôle ici avec Cathy. Il y avait à l'entrée attachée une femelle boxer qui n'y est plus. Il y avait un vieux berger allemand. Et il y avait des chiens de chasse, mais c'était des épagnols. Or là, apparemment, ce ne sont pas des épagnols, comme vous pouvez le constater. Ce sont des chiens de chasse, donc trafic pour la chasse. Et puis s'ils ne chassent pas bien, ils s'ira au labo par d'autres filières. Ce genre d'endroit, il en existe des centaines dans toute la France. C'est pour cette raison qu'il est très difficile de coincer les petits trafiquants du fait de leur mobilité. La mission de Brigitte et Cathy, monter des dossiers contre les trafiquants pour ensuite déposer plainte auprès de la justice. Ces 2 femmes se battent contre le 3e plus grand trafic en France, après la drogue et la prostitution. 3e trafic par l'ampleur des sommes en jeu.
À l'heure actuelle, on a une vue sur plus de 1000 personnes suspectées de trafic. Quand je dis suspectées, c'est simplement parce qu'elles n'ont pas été mises en examen. Mais nous, on sait parfaitement quel trafic et on sait à quel réseau elles sont connectées. Mais le problème, c'est que plus on avance dans nos enquêtes et plus on découvre de nouveaux noms de trafiquants. Donc c'est énorme, c'est énorme. Alors bon, il y a les gros, il y a ceux qui traficotent, mais il y a du petit au plus grand. Une victoire à leur actif. Le procès de Foix, gagné en 1994, où elles firent démanteler un réseau et arrêter les trafiquants. Nos Colombos en jupon surveillent depuis quelques mois un trafiquant qui aurait comme couverture un refuge de chiens. Tu montes pas, il y a une voiture qui vient de sortir là du chemin. C'est sérieux là. D'accord. C'est comme ça, justement, en faisant ces surveillances de véhicules, qu'on a pu s'apercevoir que l'individu qui est ici est en relation avec un autre trafiquant de Béziers. Une fois, on a planqué pendant 3 jours, et au bout de 3 jours, on a vu un camion chargé de chiens, on a vu de loin le chargement et un camion partir. Depuis 1987, par arrêté préfectoral, ce refuge aurait dû être détruit pour installation non autorisée et surtout pour mauvais traitement à animaux. Sur ces images d'amateurs filmées par un voisin, dans ce même refuge, les chiens affamés et assoiffés se sont entre-dévorés. Munis d'une caméra cachée, nous nous sommes rendus chez le propriétaire de ce refuge pour lui proposer d'acheter des chiens destinés à un laboratoire étranger. Dans un premier temps, il va refuser. On est de passage dans la région là, et on cherche des chiens en Espagne. Des chiens de quoi? Un peu n'importe quoi. Mademoiselle travaille avec les labos et on cherche des gars. Travaille pas les labos, pas du tout. Ah, vous faites pas avec les labos? Non, pas question, dans les chiens labos, je m'occupe de protection animale. Ah bon. Ouais. Si on est passé à votre refuge, il y avait pas mal de bêtes et puis éventuellement ça nous aurait intéressé. Alors nous on s'occupe de protection animale, j'ai 120 chiens seulement que j'ai du mal à les nourrir, mais justement... Alors, ça c'est bien pour moi. Oui, mais non, mais je peux pas. Moi je m'occupe de protection animale, je peux pas donner les chiens au laboratoire, c'est pas légal. Depuis des années, son plus proche voisin a déposé plainte auprès du tribunal de Narbonne pour trafic illégal de chiens et mauvais traitement à animaux. J'ai vu des camions la nuit, ça faisait le va-et-vient. Il y avait un jour avant ou 2 jours avant, il y avait peut-être une centaine de chiens, 100, 120 chiens, et que le lendemain, on n'entendait plus crier. Et il en restait peut-être une vingtaine. Il y en avait certains qui partaient dans les laboratoires de vivisection, comme... je ne sais pas s'il faut que je cite le nom de ce laboratoire, à Montpellier. Le lendemain, nous sommes retournés chez le propriétaire du refuge, lui refaire la même offre d'achat que la veille. Et là, surprise, on oublie la protection des animaux. Et vous prenez des chiens de quel âge? 5 ans, 6 ans maximum, il faut que ça tienne le coup. Et je paye 700. 700 francs le chien, vous le payez. Et les pagnoles bretonnes, tout ça, vous prenez tout? Oui, tout. Pas au-dessous de 15 kilos. J'ai des pagnoles bretons qui sont vaccinés, pédigrés, tatoués, mais qui ne chassent pas. Voilà, donc moi, c'est chez ma mère, j'en ai une dizaine qui ont 15 mois. Ah, ça, Voilà. Une autre forme de trafic, tout aussi fructueuse, a lieu dans les foires aux chiens. Ici, des éleveurs non agréés et peu scrupuleux achètent et revendent des chiens pour l'étranger ou les laboratoires. Cette éleveuse, déjà condamnée pour trafic, a accepté de nous parler. Une personne passe sur une foire, elle achète des portées entières. Elle essaye de trouver des chiens non tatoués. Elle achète la portée entière, puis après elle a un contrat avec le laboratoire et elle vend sa portée de chiens au laboratoire. C'est dans ces foires aux chiens que sont vendus des animaux d'origine douteuse. Les gens qui sont à la recherche de chiens pour les laboratoires à bas prix, pour les monnayer bien plus cher, viennent très souvent les chercher sur les foires aux chiens. Parce qu'il n'y a pour la plupart du temps pas de contrôle des services vétérinaires et c'est un réservoir malheureusement d'animaux qui partent au laboratoire entre autres. Dans ces foires aux chiens, une des missions de Cathy, débusquer des éleveurs malhonnêtes en se faisant passer pour une acheteuse mandatée par un laboratoire. Aujourd'hui, facilement,
Elle accroche un éleveur alléché par l'offre d'achat. On ne cherche pas des chiens de chasse, des ça. Pas du chiot. Non, pas du chiot. Je sache, bon, les années des chiens de 2, 3, 4 ans ou 5 ans. Ouais, 5 ans, bon. Jusqu'à 5 ans c'est bon. Voilà, 5 ans. Moi, on prend du tout venant. Voilà, en tout venant. Tous les chiens de chasse qui ne chassent pas. Voilà, là, par exemple, des trucs comme ça. Bon, il faut que le chien soit en bonne santé, bien sûr. Vous m'avez dit 20-25 kilos. Ce qu'il faudrait savoir, c'est la fourchette de prix, quoi. Parce que vous... voilà. Ça serait quand même pour une bonne quantité, hein, donc on aura des... Non, mais il faudrait savoir combien vous êtes prêt à payer la pièce, quoi. Voilà, on vend des chiens à la pièce. À côté de moi, Anne-Sylvie Lély et son mari Fabio et leurs enfants. Anne-Sylvie, vous aviez un peu les larmes aux yeux en voyant ce reportage. Vous avez perdu votre chien. Je suis concernée et effectivement, on a une petite chienne, Early, qui a 6 ans, enfin avec l'anniversaire de ma fille. Et bon, elle fait partie de la famille, de nous. Et vous l'avez perdue? Oui. Vous l'avez perdue, elle a disparu au mois de juillet, Fabio, pendant un feu d'artifice, c'est ça? Le Elle est partie, vous l'avez plus revue? Après un feu d'artifice, et bon, tous les chiens craignent les feux d'artifice. Pendant un feu d'artifice, elle est restée près de nous. Et en 2 minutes, elle est partie, on ne l'a plus jamais retrouvée. Anne-Sylvie, vous avez tout fait pour la rechercher? Oui, puis d'abord on n'y croit pas. On se dit, oh, bon, ben, c'est pas possible, on va la retrouver tout de suite. D'abord, la première chose qu'on fait, c'est la gendarmerie, parce qu'on sait qu'ils sont quand même avertis de tout ce qui se passe. Les pompiers, parce que si c'est une voiture qui l'a écrasé, les pompiers ont la correction d'informer tout de suite le propriétaire. Un avis de recherche après? Après, on est passé à l'avis de recherche, donc, que j'ai fait moi-même, que j'ai diffusé dans toutes les SPA, au fichier canin, bien évidemment, et à tous les organismes qui s'occupent des animaux. Vous avez peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, bien sûr? Au début, on se dit, c'est un touriste, c'est qui, c'est quoi? Ce chien, il n'a pas disparu comme ça, on se dit que c'est pas possible. Et puis le temps, il passe, et on enquête, et on retombe toujours sur le mot trafic. Oui. C'est un beagle, donc c'est une chienne, on sait tout le monde sait dans le monde que le beagle est un chien recherché pour la vivisection. Nous, notre histoire, elle n'est pas finie, parce que tant qu'on ne me dira pas qu'elle est morte, elle ne sera pas morte. Ouais. Et... Qu'est-ce que vous pensez des voleurs de chiens? Faut y aller, hein. Ça dépend. Ça dépend du voleur. Si c'en est un qui est peu scrupuleux, il est bête, mais c'est l'homme bête, quoi. Tandis que si c'est un trafiquant, il mérite. Bon, c'est un morceau de votre famille qui vous manque, là. Donc le chien, il était vraiment très, très, très important dans la famille, Fabien. Comme tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, avec les chiens, ça n'aide pas que les gens handicapés ou malades. Ça, c'est pour les gens qui sont... Les gens de tous les jours, qui ont un chien, ça fait partie de la famille aussi. Brigitte Piquet-Pellors, on vous a vu dans ce reportage, c'est vous qui nous avez aidé à faire ce reportage avec Patrice Dutertre. Vous dirigez avec quelques autres, vous occupez de la cellule antitrafic de la SPA. La souffrance d'animaux, on en a vu dans des refuges dans ce reportage, vous l'avez vu, vous la voyez presque tous les jours. Il y en a beaucoup, beaucoup? Il y a beaucoup, beaucoup d'animaux qui alimentent le trafic. Nous voyons cette souffrance et la nôtre est de rester impuissants. On ne peut pas agir, c'est-à-dire qu'on va dans des lieux, on sait pertinemment que les animaux vont partir et on ne peut pas agir parce que les pouvoirs publics ne nous aident pas suffisamment. Puis il y a aussi la souffrance des personnes qui les aiment, à laquelle nous sommes confrontés tous les jours, comme Madame Lély. Oui. Et c'est un drame pour les propriétaires d'animaux volés parce qu'ils ne peuvent pas faire le deuil de leur animal. Et c'est l'angoisse du non-devenir. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument que les autorités prennent en compte. Parce que même si un chien ne vaut pas beaucoup, beaucoup d'argent, c'est une somme d'amour, et ça c'est très important dans le cœur des Français. Les voleurs, je reviens aux voleurs, sont organisés comment? Vous me dites c'est une vraie mafia, c'est vrai? Ils sont organisés en réseau très bien structuré avec les rabatteurs. Vous avez donc bien sûr plusieurs rabatteurs qui alimentent ce que je vais appeler un receleur. Puis en bout de course, il peut y avoir 1 ou 2 receleurs. Ensuite, ils échangent les chiens de département à département. Ce trafic également est un trafic européen.
Donc il y a des chiens qui partent à l'étranger. Puis en bout de course, vous avez le négociant qui a bien évidemment une couverture sociale et qui vend les chiens ou au laboratoire. Et pas que les laboratoires pour sauver les hommes, les laboratoires aussi où on apprend à torturer les animaux pour mieux détruire les hommes. Je veux dire tous les laboratoires militaires. Mais il n'y a pas que les laboratoires, il faut être honnête. C'est vrai que les laboratoires, c'est une grosse partie du trafic. Mais vous avez aussi le trafic synergétique, c'est-à-dire le trafic des chiens de chasse, qui sont volés et dont on fait le tri après. S'ils sont bons, ils sont éduqués, revendus très très cher dans des chasses privées, de préférence à l'étranger, Espagne, Italie. S'ils sont mauvais, vous l'avez entendu dans ce reportage, c'est la casse, le déchet, et ils alimentent les laboratoires, ou le troisième trafic, qui est celui de la revente et de la reproduction. Et là, nous trouvons tous ces éleveurs clandestins qui ont pignon sur rue, enfin, très officieusement, qui vendent des chiens souvent d'origine douteuse, à des gens naïfs qui se font arnaquer parce que malheureusement les chiens sont détenus dans des conditions lamentables et l'animal décède souvent et les gens n'ont aucun recours. Ces gens, au-delà de la souffrance animale en plus, se livrent au travail clandestin. Et j'ai entendu que M. Juppé s'intéressait justement au travail clandestin. Je pense que là, il y a matière à récupérer beaucoup d'argent. Alors, vous pouvez lui conseiller de lire votre livre, Hurler avec les chiens, édité chez Hachette. Je peux lui indiquer beaucoup d'endroits. Et vous racontez dans ce livre tout votre combat pour essayer de faire arrêter les trafiquants. Vous racontez que dans vos dossiers, vous avez plus de 1000 trafiquants. Vous l'évoquiez, Brigitte Piquet-Pellers, parmi les acheteurs de chiens volés, on en a beaucoup parlé ici et là. Il y a certains laboratoires peu scrupuleux. L'un d'entre eux s'est fait prendre l'an dernier. C'est à la faculté de médecine de Montpellier et Patrice Dutertre y est retourné. En décembre 1994, éclate un scandale. Un trafic de chiens aboutit à la faculté de médecine de Montpellier. Les gendarmes ont saisi dans les laboratoires de la faculté 13 chiens. Ils ont remis à un responsable du refuge de la SPA, des Valérards dans le Gard. 7 de ces chiens sont déjà morts après les mauvais traitements qu'ils ont subis. Les autres sont devenus à moitié fous. Ces chiens sont d'origine douteuse, donc ils ont déjà subi un premier stress qui est le stress du vol et d'être séparés de leur maître. Donc ils viennent de laboratoires où c'est la torture légalisée pour les animaux. Donc ces chiens sont encore de nombreux mois après très choqués par ce qui leur est arrivé. Ce chien est complètement terrorisé. C'est tout à fait l'archétype du chien qui sort de l'enfer. Le directeur de la faculté de médecine de Montpellier a accepté de nous ouvrir les portes de cet endroit, gardé secret. Voilà, pas trop de photos ici pour les raisons que vous indiquez. Pardon? Pas trop de photos ici pour les raisons que vous indiquez. Vous avez déjà eu des commandos ici, vous? Mais il y a toujours des commandos, mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nul ne prend plaisir à faire de l'expérimentation animale. Voilà. La visite guidée a commencé par les petits animaux comme les lapins, sur lesquels sont expérimentés en ce moment même des traitements neurologiques, ainsi que des recherches sur les prothèses. D'autres expérimentations sont effectuées sur des chiens. Nous avons relativement peu de chiens. Et à ce moment précis, il y avait des expériences qui devaient être lancées, et il y avait un besoin de chiens. C'était l'expérience cardiologique qui devait être faite, et c'est pour ça qu'il y avait besoin d'une série de chiens. Voilà, vous allez voir les animaux. Est-ce que vous pensez que de temps en temps vous vous faites flouer quand même? On peut toujours se faire flouer. Mais il y a des entreprises qui sont agréées pour ce faire. Ce sont les préfectures qui donnent l'agrément, qui doivent effectuer le contrôle. Et normalement, on ne doit pas être floué. Lorsque cela se passe, on vérifie que ces chiens semblent de provenance douteuse. Et dans ces conditions, on renvoie les chiens en question. On contrôle les identités et on vérifie. Peut-être le directeur est-il de bonne foi. Mais c'est grâce à la plainte de la SPA que les chiens furent sauvés. Pourquoi on ferme la clé, là, par exemple? Non, parce qu'ils ont tendance à vous... Comment on ferme la clé? Eh bien, parce que quelquefois, on a des chiens très dégourdis qui arrivent à tourner les clés. Ah oui? Pardon? Ils ont peur. Ici, le chien est dessous? Non, mais celui-là, il ne risque pas de sortir. Regardez, il est plutôt trouillard. Vous venez les cochons. Il a peur.
Ces chiens-là, ils vont rester combien de temps dans cette animalerie? Tant qu'ils sont en bon état, je veux dire, tant qu'ils nous permettent de faire des positions, ils sont jeunes là. S'ils sont en trop mauvais état, qu'est-ce qu'on en fait alors? En général, on les anesthésie et puis ils ne se réveillent pas, c'est tout. C'est comme à la SPA. Et il y en a eu beaucoup de chiens qui ont été expérimentés ici? Écoutez, depuis 5 ans, il y a ces 4 et on a peut-être fait 4 de plus. Je sais pas, c'est tout à peu près. Ils sont où les 4 autres? Ah ben les 4 autres, eux, ça a été des expériences, je veux dire, où ils sont anesthésiés comme l'homme et on fait une opération et ils ne se réveillent pas. Voilà, donc ça c'était à Montpellier où on a retrouvé des chiens volés l'année dernière, Brigitte Piquet-Pellors. Il y a des laboratoires, est-ce que vous connaissez-vous des laboratoires dits sérieux où on martyrise des animaux? Est-ce qu'il y en a encore? C'est difficile parce qu'on n'est pas invité dans les laboratoires. Comme vous l'avez vu dans le reportage, tout est fermé à clé, ce sont des véritables locaux, donc nous ne sommes pas invités. Mais je suis persuadée, bien évidemment, de toute façon, les animaliers qui doivent s'occuper des animaux sont recrutés parmi des gens brutaux. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens qui aiment les animaux, qui ont de la sensibilité envers eux, de les préparer pour la torture, c'est évident. Donc déjà, dans un premier temps, les animaux sont méprisés et avilis. Vous parliez de torture, on va voir si c'est de la torture ou pas. Je vais vous demander de m'accompagner pour rejoindre le professeur Schwarzenberg. Professeur, bonsoir, merci d'être avec nous. Asseyez-vous, Brigitte Piquet-Pellors. Bon, alors, on parle de vivisection, d'expérimentation animale, de torture. Est-ce qu'on mélange tout? Est-ce qu'il faut tout mélanger ou est-ce qu'il faut faire des distinctions, professeur? Non, il ne faut pas tout mélanger. D'abord, il faut rendre hommage aux animaux. On leur a rendu hommage tout à l'heure parce qu'ils rendaient la vie à des gens qui la trouvaient amoindrie. Moi, je pense à des animaux dont on n'a pas parlé ce soir, aux souris. Sans les petites souris que des laboratoires distingués ont élevées correctement, il y a de très nombreux enfants leucémiques qui ne vivraient pas aujourd'hui. Donc il faut de l'expérimentation animale, à votre avis? Oui, il faut une expérimentation animale, mais il faut savoir laquelle. Oui. Il faut qu'elle soit bien dirigée. Vous êtes d'accord, Brigitte Piquet-Pellors? Je vous ai entendu parler tout à l'heure, par exemple, que j'ai travaillé au début, tout à fait au début, des transplantations cardiaques à l'hôpital Brousset avec M. Carpentier. Eh bien, je peux vous dire que la manière dont étaient traités les beagles, grâce auxquelles les transplantations cardiaques ont été effectuées et qui ont permis à des gens de survivre aujourd'hui, a été traitées avec une gentillesse et une douceur telle que quelquefois, il venait nous réveiller en pleine nuit le médecin pour lui dire « ce chien souffre trop, il faut arrêter » et ce chien était endormi. Il faut bien distinguer deux choses. C'est que ceux qui torturent les animaux sont les mêmes que ceux qui torturent des enfants. C'est la même chose. Ce sont les mêmes bourreaux. C'est les mêmes bourreaux. Ceux qui abandonnent les chiens sur les routes sont les mêmes que ceux qui abandonnent les enfants. C'est la même chose. Il n'y a pas de distinction entre la souffrance animale. J'entends Brigitte Bardot le faire, ou je ne sais pas si vous le faites, qui disent qu'il faudrait remplacer l'expérimentation animale par de l'étude sur tissus, cellules, etc. Chaque fois que c'est possible, bien sûr. Chaque fois qu'on peut remplacer des animaux par des cultures de cellules, on peut le faire pour expérimenter certains produits. Mais il y a des moments où vous êtes obligé, quand vous êtes obligé d'essayer des sutures